on a une dizaine de minutes. Voilà, on peut prendre une dizaine de minutes pour des questions. Et peut-être aussi notamment en priorité pour Léo qui est à distance, qui est avec nous pour l'instant. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est effectivement une question pour Léo. J'avais même d'ailleurs deux questions, enfin une question et une remarque. La première question, c'était que vous nous avez présenté des résultats sur la diminution d'utilisation de phytosanitaires, d'utilisation d'azote. Est-ce que vous avez pu chiffrer les économies qui pouvaient être réalisées en termes de traitement de potabilisation de l'eau derrière? Et si oui, si vous avez réussi à chiffrer ça, comment ça se positionne en ordre de grandeur par rapport aux subventions que vous avez proposées? Non, on ne l'a pas encore chiffré. Donc là, on va lancer cette année un marché pour un calcul assez précis de l'impact de notre PSE sur la qualité de l'eau. Et l'idée, c'est de pouvoir rechiffrer faire perdurer ce PSE au moins 5 ans, mais du coup avec des prix un peu plus justes. Euh, la complexité qu'on a là-dessus, c'est qu'on a des nappes qui sont pas très réactives. C'est-à-dire qu'on a mesuré avec certains modèles que si on stoppait tout apport d'azote, par exemple, demain, on rattraperait la potabilité de l'eau qu'à partir de 15-20 ans en fonction de nos forages. Donc on est vraiment dans cette optique, de toute manière, il y aura ce double paiement pendant longtemps. Et entre-temps, on sait qu'on va être obligé de réinvestir sur nos usines de potabilisation. Donc, il y aura un paiement et un amortissement qui va être justifié parce qu'on sait qu'on a un moins pour 15 ans. Mais on va avoir des dépenses assez fortes sur cette thématique-là. Euh, En revanche, on espère vraiment l'année prochaine arriver avec un- une idée de l'impact à très long terme, on va dire, de ces nouveaux systèmes d'exploitation sur la qualité de l'eau. Ce qu'on aimerait savoir, ce serait en routine, une fois enfin, si ces exploitations étaient la norme et que, on était en routine vis-à-vis de la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'on se met dans 20 ans, 30 ans, avoir une idée assez précise de l'impact sur la ressource et du coup de savoir s'il faudrait ou pas encore traiter la ressource. S'il faudrait plus traiter la ressource, oui, enfin, ce serait de l'ordre alors, pas trop m'avancer, mais c'est de l'ordre de 1 € qu'on économise au mètre cube. Merci beaucoup. Et concernant la remarque, ce sera extrêmement rapide. Vous avez parlé tout à l'heure de l'évaluation de l'impact des précédents, ou en tout cas de la diversité de la rotation sur l'itinéraire cultural. Sachez qu'il y a une publication scientifique qui a maintenant une petite année, je crois, de Mae Guiné, qui chiffre cet impact à partir des données du réseau Défi. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez déjà retrouver des résultats de recherche sur le sujet. D'accord, très bien, ouais. Je note. Oui. Oui, vous m'entendez? Pardon, Odile Colnard, de la DGL, ministère de l'Agriculture. J'ai une question justement dans la continuité de la vôtre. Merci beaucoup, je voulais aussi la poser. C'est pour BASF justement, du coup. Pour BASF, quels sont, du coup, le point de vue financier, est-ce que c'est intéressant, l'expérience menée? Alors si la question c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est un service qui est rentable? La réponse est non, pas encore. Et on l'a vu, en fait, il y a une grosse variabilité en fait, en fonction des années. L'année 2024, typiquement, a été une année très compliquée, ça dépend du risque. Donc il faut qu'on continue d'apprendre à maîtriser ces aspects-là et de le faire probablement pas seul. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle qui est complètement adapté dans sa vision long terme aux enjeux qui sont les enjeux de la transition agroécologique. Donc moi j'ai deux petites questions, c'était pour Léo et Thibault. Donc pour Léo, on a vu qu'il y avait 10% d'agriculteurs qui étaient concernés par le plan PSE. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous parce qu'on ne voit plus la caméra. Je voulais savoir combien en fait il faut avoir combien d'agriculteurs pour avoir un effet sur la qualité de l'eau. Parce que là pour l'instant on est à 10%, mais il va falloir en fait combien d'agriculteurs ou combien d'hectares, je ne sais pas si c'est possible. Et la deuxième question c'était par rapport à Thibault. C'était comment combiner en fait toutes les démarches PDV avec les autres démarches agriculture régénérative, notamment avec la démarche transition dans cette région Hauts-de-France Grand Est. Oui, oui.
deuxième, oui, peut-être Thibaut d'abord, oui, parce que donc on va rétablir la connexion avec Léo. L'idée, c'est qu'on puisse rassembler le maximum d'acteurs autour de ces démarches. Donc c'est vrai qu'il existe aujourd'hui différents programmes sur ces questions d'agroécologie, d'agriculture régénératrice, et parfois même des acteurs qui sont engagés dans plusieurs programmes. Donc aujourd'hui, c'est quand même positif de constater que tous ces acteurs s'engagent sur ces questions-là. Après, c'est vrai que parfois les approches sont un peu différentes. Par exemple, sur Covalo, l'idée c'est vraiment de rassembler différents collecteurs. Et par exemple, pour prendre le cas de la coalition des Hauts-de-France, on a des collecteurs même concurrents. Donc, par exemple, sur la question des betteraves sucrières, il y a Cristal Union et Tereos qui sont au sein de la coalition. Donc c'est peut-être une des différences à ce jour entre le programme Covalo et d'autres, mais ça sera très intéressant de suivre le développement des autres projets. Ok, merci. Je repose la question pour Léo, puisqu'en fait, ça a coupé, la caméra a été coupée. On a vu que dans le pilote PSE, il y avait 10% en fait, des agriculteurs des 400 en fait, concernés par le forage qui étaient inscrits en fait, dans la démarche. Je voulais savoir si on avait une vue, une visibilité sur le nombre d'agriculteurs ou la surface en fait, à engager pour avoir un réel impact sur la qualité de l'eau au final. Oui. Nous, on avait calculé avec un bureau d'études qu'il faudrait une vingtaine de pourcents de culture base intrants et des efforts faits au moins sur les couverts et la fertilisation. Euh, En fait, ce qu'on essaye de faire, nous, notre indicateur sur ce qui est de l'azote, l'indicateur, c'est vraiment ce reliquat en trivert qui est l'azote potentiellement lessivable au moment du remplissage des nappes. On sait qu'il faut qu'il arrive autour de 60 kg d'azote par hectare dans le sol. À cette condition, le lessivage entraînera suffisamment peu d'azote pour qu'on ait de l'eau qui arrive à la nappe phréatique dans les normes de potabilité. Pour le moment, sur le territoire, on est à 90. Et les agriculteurs avec qui on travaille, dans le cadre du PSE, on essaye de faire en sorte que leur moyenne d'exploitation soit à 60. Donc on n'y est pas encore tout à fait, il y a encore des efforts agronomiques à faire. C'est pour ça qu'ils ont un accompagnement en parallèle du PSE. Mais à terme, si on y arrive, ça voudra dire qu'il faudra que l'ensemble des exploitations à proximité de nos forages d'eau potable euh, aient un modèle similaire à celui-là, ou en tout cas atteignent les mêmes objectifs en termes de reliquat entrée-hiver. Alors, il y a différentes manières de le faire, hein. Je ne dis pas que mettre ces cultures-là et travailler sur les couverts précisément, c'est la seule manière d'y arriver. En tout cas, ce serait un système qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec une économie, enfin avec une rentabilité économique sur laquelle on travaille. Ok. Merci Léo. Je vous propose qu'on s'arrête là parce que sinon on ne va pas pouvoir aller déjeuner.